Michel Laurent menait une vie ordinaire, jusqu'à ce qu'il se retrouve, sur une route déserte, à secourir un être d'un autre monde, d'un vaisseau spatial écrasé. À côté de l'extraterrestre blessé se trouvait une étrange pochette en cuir qui scintillait subtilement. Un artefact qui, selon l'extraterrestre, appartenait à un prêtre Anunnaki il y a 3000 ans. L'extraterrestre fixa Michel et lui dit télépathiquement « Tu as sauvé ma vie. Selon la loi cosmique, je dois te rembourser. Et ce remboursement est la clé de ta prison. » Michel n'avait aucune idée de ce dont l'être parlait. Quelle prison? Jusqu'à ce que l'extraterrestre ouvre la pochette et révèle ce qu'il y avait à l'intérieur. Un objet qui l'obligea à affronter l'origine de sa vie. Des limitations inexplicables. Tu es sur le point de découvrir ce qui était gardé dans cette pochette des dieux et la vérité qui explique pourquoi tu as répété certaines choses dans ta vie pendant des années. La question est, qu'est-ce qu'un artefact Anunnaki vieux de 3000 ans pourrait bien avoir à faire avec ta vie d'aujourd'hui? Si tu veux découvrir ce qu'il y avait dans la pochette et le secret qui peut te libérer, abonne-toi à la chaîne maintenant et active les notifications. Et si tu cherches à vraiment comprendre ton essence, accéder à la source divine et co-créer la réalité, les outils pour ton éveil et pour dissoudre les mystères qui te lient. Ton guide exclusif est dans le premier commentaire épinglé. Oh, l'e-book. Reconnecter avec ton essence divine. C'est pour ceux qui sont prêts à aller plus loin, parce que ce qui va être révélé transformera complètement ta compréhension de la vie. Allons-y. Michel Laurent avait 54 ans et était absolument convaincu qu'il était maudit. Il ne croyait pas littéralement aux malédictions parce qu'il n'était pas superstitieux. Mais il n'y avait pas d'autre explication logique pour le schéma qui se répétait depuis 30 ans. Un menuisier exceptionnel à Toulouse, en France. De beaux meubles artisanaux que les gens admiraient aux foires. Du bois travaillé avec précision et un amour sincère, mais toujours à la rue. Vivant au mois le mois. Compte en banque ne dépassant jamais 3 chiffres. Et ce n'était pas par manque de talent ou d'effort. C'était quelque chose de plus perturbant, plus inexplicable. Un schéma spécifique qui se suivait toujours. Michel ferait une grosse vente. Le client commanderait plusieurs pièces. L'argent rentrerait enfin. Et puis, dans les jours suivants, quelque chose de catastrophique se produirait. La voiture tomberait en panne et les réparations consumeraient tout le profit. Ou il tomberait lui-même malade et les factures médicales videraient tout, ou un équipement essentiel lâcherait et nécessiterait un remplacement urgent. Et il était de retour à la case départ. Toujours, chaque fois, sans exception en 3 décennies. Les amis disaient que c'était de la malchance. Son ex-femme disait que c'était de l'irresponsabilité financière. Mais Michel savait que ce n'était ni l'un ni l'autre parce que le schéma était trop précis pour être du hasard et quelque chose de plus profond. Un sentiment viscéral qu'il ne pouvait pas expliquer. Quand il avait de l'argent, il se sentait coupable. Pas une culpabilité rationnelle pour l'avoir mal dépensé, mais une culpabilité existentielle comme s'il ne méritait pas de l'avoir. Comme si la prospérité était une transgression contre quelque chose de sacré qu'il ne pouvait pas identifier. Divorcé depuis 5 ans, son ex-femme fatiguée de l'instabilité. Il vivait seul dans un petit appartement, son atelier dans un minuscule jardin. Et ce soir-là en particulier, un samedi 10 novembre, en conduisant sur une route déserte, rentrant d'une foire artisanale à Bordeaux, où il n'avait vendu que 2 petites pièces, la frustration familiale s'installait dans sa poitrine, pensant pour la 1000e fois « Je suis bon dans ce que je fais. Pourquoi ça ne marche jamais ?» Et c'est alors qu'il vit une lumière dans le ciel. Pas une étoile, ni un avion, mais un objet lumineux descendant rapidement, très rapidement. Sa trajectoire n'était pas une chute libre, mais contrôlée comme si le pilote essayait d'atterrir, mais perdait le contrôle. L'objet passa au-dessus de la route, peut-être à 100 mètres au-dessus, avec un son aigu perçant, et s'écrasa violemment dans un champ ouvert, à environ 200 mètres de la route. Une explosion de terre et une lumière bleu pâle. Michel freina instinctivement, la voiture dérapant légèrement sur le gravier, se gara sur le côté de la route, son cœur battant, et resta assis là pendant des secondes à traiter. Était-ce réel? Un météore? Mais les météores ne font pas de virage contrôlé. Et cet objet a définitivement manœuvré avant de tomber.
et la curiosité l'emporta sur la peur, ou peut-être l'indifférence pour sa propre sécurité après des décennies d'échecs. Et il sortit de la voiture, sauta par-dessus une clôture en fil barbelé, traversa un champ sec sous un ciel étoilé vers le point d'impact où la fumée montait. Et quand il s'approcha assez, il vit que ce n'était pas un météore. C'était un vaisseau spatial, petit, peut-être 5 mètres de diamètre. Forme ovale aplatie, surface métallique, mais texture organique, dommages sévères sur un côté, porte latérale partiellement ouverte ou arrachée à l'impact, fumée s'échappant, lumières intérieures clignotant de manière erratique, et Michel cria, sa voix résonnant dans le silence désertique. « Y a-t-il quelqu'un? Avez-vous besoin d'aide » Silence pendant des secondes. Puis un faible son, quelque chose se déplaçant à l'intérieur. Et Michel, contre tout instinct de préservation, s'approcha de l'entrée, regarda à l'intérieur, l'obscurité, sauf pour des lumières rouges et bleues intermittentes, et vit une figure allongée sur le sol près d'une console endommagée, petite, peut-être 1,50 m de haut, corps mince, tête disproportionnée. Et quand la lumière clignota à nouveau, Michel vit clairement que ce n'était pas humain. Peau gris argenté, énormes yeux fermés, une profonde coupure sur le côté de sa tête, laissant couler un liquide qui ressemblait à de l'argent liquide, pas du sang rouge. Et à côté de la créature, un détail que Michel enregistra même sous le choc, il y avait une pochette, pas une pochette ordinaire, mais un objet artisanal magnifique. Cuir ou un matériau qui ressemblait à du cuir, mais qui n'en était pas. Une texture impossible, marron foncé avec des tons dorés subtils, et elle brillait légèrement, une luminescence faible propre. Et elle était fermée avec un fermoir qui semblait ancien, artisanal, avec des symboles que Michel ne reconnaissait pas. Michel, un menuisier qui appréciait instinctivement le bel artisanat, pensa brièvement. Quel incroyable travail! Mais ensuite son attention se tourna vers la créature inconsciente et son instinct d'aider. Le concept même que son instinct de survie lui disait de fuir. Il entra dans l'appareil, s'accroupit, toucha doucement l'épaule de la créature et demanda « Eh, êtes-vous vivant ?» La créature ne répondit pas, mais elle respirait, sa poitrine se soulevant et s'abaissant légèrement. Et Michel, ne sachant pas quoi faire d'autre, passa ses bras sous son corps et la souleva, étonnamment légère, peut-être 30 kilos, et la porta hors de l'appareil, l'allongea sur l'herbe sèche, puis revint, prit aussi la pochette. Il ne savait pas pourquoi, curiosité ou intuition que c'était important, et courut de nouveau à la voiture, portant la créature extraterrestre sur la banquette arrière et la pochette brillante sur le siège passager. Il conduisit non pas à l'hôpital, parce que son instinct lui disait que le gouvernement capturerait l'extraterrestre et qu'il ne saurait jamais ce qui s'était passé. Mais chez lui dans un petit appartement à 15 minutes et porta l'extraterrestre à l'intérieur, l'allongea sur le canapé, prit des chiffons propres et de l'eau, nettoya soigneusement la blessure, et pendant qu'il nettoyait, il vit quelque chose d'impossible. La coupure commença à guérir d'elle-même, la chair se régénérant visiblement, lentement mais indéniablement. Et en quelques minutes, la blessure était fermée. Seule une fine ligne argentée, là où il y avait eu une profonde coupure. L'extraterrestre ouvrit les yeux. Énormes yeux noirs sans pupilles visibles, mais avec une profondeur infinie. Et Michel se figea, chiffon humide encore en main, s'attendant à la peur, mais n'en ressentant aucune. Au lieu de cela, curiosité mélangée à une étrange révérence. Et puis une voix vint. Pas un son, mais directement dans son esprit. Télépathique. Clair comme si quelqu'un parlait juste à côté de son oreille. Tu as sauvé ma vie. Tu as risqué ta sécurité pour aider un être que tu ne connais pas. Une dette sacrée a été créée. Comment puis-je te rembourser ? Michel, choqué qu'il comprenne parfaitement et puisse répondre télépathiquement, même sans savoir comment, pensa « Tu n'as pas besoin de rembourser quoi que ce soit. D'accord. La blessure guérit d'elle-même. Tu survivras. » Et l'extraterrestre s'assit lentement, toucha sa propre tête là où était la coupure, sentit la cicatrice, hocha la tête. Oui, je survivrai. Mais la loi cosmique qui gouverne ma race exige une rétribution quand une vie est sauvée.
Je ne peux pas l'ignorer. Et de plus, l'extraterrestre regarda directement dans les yeux de Michel. Pénétrant, j'ai vu ton énergie quand tu m'as secouru. Tu portes un vieux blocage, une souffrance inutile que tu répètes compulsivement. Un schéma que tu ne peux pas briser seul. Je peux guérir cela. Ce sera ma rétribution. Michel, confus, demanda « De quoi parles-tu ? Quel blocage ?» Et l'extraterrestre pointa la pochette que Michel avait apportée encore sur le sol près de la porte, scintillant subtilement dans la lumière tamisée. Cette pochette appartenait à un prêtre Anunnaki, il y a 3000 ans. Je suis un archéologue cosmique. J'étudie les anciennes civilisations terrestres. Je l'ai trouvée dans des ruines sumériennes, il y a des siècles. Le vaisseau a été heurté par un fragment spatial lors du retour. Il s'est écrasé ici, mais la pochette a survécu intacte comme elle le fait toujours, faite d'un matériau qui ne se dégrade pas. Michel regarda la pochette, puis l'extraterrestre. « Qu'y a-t-il dedans ?» Et l'extraterrestre répondit « Des objets sacrés que les prêtres Anunnaki utilisaient pour guérir les schémas karmiques humains. L'un d'eux te montrera l'origine de ton blocage. Et quand tu verras l'origine, tu pourras le libérer. Cela résoudra le sabotage que tu portes, permettant la prospérité qui a toujours été légitimement tienne, mais que tu bloques inconsciemment. » Michel sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, un mélange d'espoir et de scepticisme. Sabotage ? Je ne me sabote pas. Je travaille dur, juste de la malchance. L'extraterrestre secoua la tête. Ce n'est pas de la malchance, Michel Laurent. C'est un schéma gravé dans les couches profondes de ta conscience. Il n'a pas origine dans cette vie, mais dans des précédentes. Des vœux que tu as faits avec une émotion intense ont été enregistrés. Tu les portes dans chaque incarnation jusqu'à ce qu'ils soient dissous. Et dans cette pochette, il y a un outil qui te montrera exactement quand et pourquoi tu as choisi la pauvreté comme ton chemin. Prêt à voir ? Michel regarda la pochette sur le sol, puis l'extraterrestre assis sur son canapé. Une faible cicatrice argentée brillant sur son front, là où des minutes avant, il y avait eu une profonde blessure, et demanda télépathiquement « Tu as dit que je suis lié par un vieux vœu. Que veux-tu dire ? Quel genre de vœu ?» Et l'extraterrestre répondit « Des promesses faites dans des vies passées avec une émotion intense, gravée dans les couches profondes de l'âme, portée à travers les réincarnations jusqu'à ce qu'elles soient consciemment dissoutes, commun chez les humains, mais rarement identifiés, causant des schémas que la psychologie moderne ne peut expliquer parce que la racine n'est pas dans cette vie. » Michel, sceptique même en présence d'un extraterrestre télépathique dans sa chambre, dit « Je ne crois pas à la réincarnation, aux vies passées, ce genre de choses. » L'extraterrestre inclina la tête, un geste curieusement humain. « La croyance n'est pas nécessaire pour que la vérité existe. Le schéma que tu répètes depuis 30 ans, sabotage financier chaque fois que tu prospères, ne provient pas d'un traumatisme d'enfance ou d'un conditionnement de cette vie. Les thérapeutes humains ont-ils essayé de le guérir ? Les techniques psychologiques l'ont-elles résolu ? Michel hésita. J'ai essayé la thérapie il y a quelques années. Ça n'a pas marché. Le thérapeute a dit que c'était de l'autosabotage, mais nous n'avons pas pu comprendre pourquoi. L'extraterrestre hocha la tête. Parce que l'origine est au-delà de la portée de la mémoire de cette vie. L'outil dans la pochette accède à la mémoire de l'âme, pas à la mémoire du cerveau. Il te montrera exactement quand tu as choisi la pauvreté comme ton chemin. L'extraterrestre se leva, marcha vers la pochette, s'accroupit à côté, et Michel vit plus de détails maintenant avec la lumière de la pièce allumée. L'artisanat était extraordinaire. Les symboles gravés sur le cuir étaient impossibles. Forme cunéiforme, écriture sumérienne que Michel reconnaissait vaguement de documentaires, mais plus élaborée, entrelacée avec une géométrie complexe. Le fermoir était un mécanisme métallique qui ressemblait à du bronze, mais brillait comme de l'or, travaillé avec une précision que les machines modernes auraient du mal à répliquer. L'extraterrestre toucha le fermoir, murmura quelque chose que Michel ne comprit pas. Des sons qui n'étaient pas des mots, mais des fréquences. Et le fermoir s'ouvrit de lui-même sans force physique appliquée, juste une résonance sonore, et ouvrit la pochette. Et l'intérieur était plus profond que l'extérieur ne le suggérait, une impossibilité géométrique. Mais il était là,
et à l'intérieur, Michel vit des objets enveloppés dans un tissu sombre qui brillait aussi subtilement. L'extraterrestre expliqua en examinant le contenu. Les prêtres Anunnaki n'étaient pas simplement des dirigeants, comme les textes sumériens les simplifiaient. Ils étaient des guérisseurs d'âmes, étudiant les schémas karmiques humains, créant des outils pour identifier et dissoudre les blocages qui entravaient l'évolution. Cette pochette appartenait personnellement à Enki, leader des 7 sages. Je l'ai trouvée dans une chambre secrète, sous une ziggourate en ruine que les humains modernes n'ont jamais découverte. Elle attendait d'être trouvée, comme si Enki savait qu'un jour elle serait à nouveau nécessaire. Michel absorba cela. Le nom Enki vaguement familier de lecture sur les mythes sumériens. Et l'extraterrestre retira le premier objet, un petit cylindre de cristal translucide avec un liquide doré à l'intérieur. Élixir de mémoire cellulaire guérit les dommages ADN causés par des traumatismes ancestraux. Il le mit de côté, retira le second objet, un disque métallique gravé d'une spirale. Harmoniseur de fréquences, aligne les chakras désalignés par des vœux de silence. Le mit de côté et puis retira le troisième objet et s'arrêta, le tenant révérencieusement et dit « C'est ce dont nous avons besoin ». C'était un miroir, petit, peut-être 15 cm de diamètre, avec un cadre circulaire en or ou métal doré travaillé avec des symboles identiques à ceux de la pochette. Mais la surface n'était pas un verre réfléchissant ordinaire. Elle était sombre, presque liquide, comme de l'huile noire immobile, mais avec une profondeur infinie. Et quand Michel y jeta un coup d'œil, il vit un reflet, mais déformé. Pas son visage, mais quelque chose de plus profond, des couches, et il détourna instinctivement le regard, un malaise soudain. L'extraterrestre tint le miroir avec soin, miroir de l'âme, un artefact rare même parmi les Anunnaki. Seuls 7 ont été créés. C'est l'un d'eux. Sa surface ne reflète pas la lumière physique, mais l'essence. Quand tu regardes directement et intentionnellement, tu vois non l'apparence externe, mais les enregistrements de l'âme. Incarnations précédentes, moments cruciaux où des vœux ont été faits, schémas que tu portes, tout révélé en séquence chronologique inverse, commençant par la vie immédiatement précédente. Remontant jusqu'à l'origine du schéma, Michel sentit la peur grandir. Pas la peur de l'extraterrestre ou de la situation surréaliste, mais la peur de voir. Peur d'affronter quelque chose que son intuition lui disait serait dévastateur. Et il demanda « Et si je ne veux pas voir ? Et si je préfère vivre comme ça ?» L'extraterrestre répondit doucement mais fermement « Tu peux choisir. Le libre arbitre est sacré, mais le schéma continuera. Les 30 prochaines années seront identiques aux 30 dernières. Travail dur, talent gaspillé, pauvreté perpétuelle, sabotage inconscient jusqu'à la mort, et puis la vie suivante. Le schéma se répète à nouveau parce que le vœu n'a pas été dissous. Combien de cycles supplémentaires veux-tu souffrir inutilement ? Michel resta silencieux de longs moments, contemplant 30 ans de frustration, un mariage détruit par l'instabilité financière, un potentiel non réalisé, et finalement dit télépathiquement, sa voix mentale tremblante, « Montre-moi, je veux voir d'où ça vient, même si ça fait mal. » Et l'extraterrestre hocha la tête en approbation. « Courage, le trait qui t'a permis de me secourir quand d'autres auraient fui. Le même courage te libérera maintenant. » L'extraterrestre se leva, s'assit à côté de Michel sur le canapé, tint le miroir entre eux, sa surface sombre ondulant légèrement comme de l'eau perturbée, et instruit « Regarde directement au centre. Ne détourne pas le regard, même si c'est effrayant. Le miroir te montrera la vérité. Ta seule tâche est de témoigner sans jugement. Quand la première vie apparaîtra, observe. Quand elle se termine, tu respireras, et la vie suivante apparaîtra. La séquence continuera jusqu'à ce que l'origine du vœu soit révélée. Compris ? Michel hocha la tête, sa gorge sèche, et regarda directement la surface sombre du miroir. Au début, il ne vit que l'obscurité. Puis, une faible lueur dorée apparut au centre, s'étendant. Et soudain, il n'était plus dans le petit salon à Toulouse, mais dans un endroit complètement différent, non physiquement, mais consciemment, transporté, et il voyait à travers les yeux d'une autre personne. Ou pas une autre personne,
mais lui-même une version passée. Et il se reconnut instantanément, même s'il ne l'avait jamais vu avant, mémoire profonde s'activant. Et il était dans un monastère, mur de pierre froid, bougies vacillantes et une voix sévère résonnant. Et Michel comprit qu'il voyait une vie passée. La première couche d'emprisonnement qu'il portait, sans le savoir. L'extraterrestre narra télépathiquement, doucement, sans interrompre la vision, mais en la guidant. France, année 1450. Selon le calendrier humain, tu étais un moine franciscain, jeune, 23 ans, cérémonie de vœux perpétuels, moment crucial qui a gravé un schéma, observe sans résister, seulement témoigner. Et Michel, à travers les yeux du moine, vit un supérieur sévère tenant une Bible, d'autres moines en semi-cercle observant, et le supérieur disant en latin que Michel comprenait télépathiquement traduit « Tu renonceras à tous les biens terrestres, tu vivras dans la pauvreté perpétuelle. La richesse est un péché qui te sépare de Dieu. Seulement par le détachement matériel atteindras-tu le ciel. Jures-tu » Et Michel sentit, non seulement vit, mais sentit l'émotion de ce moment. Conviction profonde, ferveur religieuse sincère. Et le moine qu'il était répondit d'une voix ferme pleine de dévotion. « Je jure que je renonce aux possessions. J'accepte la pauvreté éternelle. La richesse est un péché. » Et tandis qu'il le disait, il sentait de la fierté, un but, une certitude absolue qu'il faisait un choix sacré. Et la scène s'accéléra. Toute la vie de ce moine compressée en minutes. 60 ans vivant dans une minuscule cellule, vêtements usés, nourriture maigre, froid constant, mais toujours avec fierté. Je suis pauvre comme le Christ était pauvre. Je suis pur. Et sur son lit de mort, 80 ans, sa dernière pensée avant d'expirer. J'ai vécu droitement, la pauvreté m'a purifié. Je meurs sain et une satisfaction profonde. Et puis l'obscurité, la vie se terminant. Et Michel revint dans la pièce, haletant, le miroir encore entre lui et l'extraterrestre, sa surface ondulant, se préparant pour la prochaine vision. Et l'extraterrestre dit doucement « Première couche révélée, vœu de pauvreté fait avec totale conviction, enregistré. Mais il y en a plus. Le schéma a été renforcé dans des vies précédentes. Le miroir montrera. Respire, prépare-toi. » Michel prit une profonde inspiration, tremblant légèrement. Cette vie était réelle. Le souvenir n'était pas imagination, mais un rappel sincère. Avant qu'il puisse pleinement le traiter, la surface du miroir brilla à nouveau, un or plus intense. Et Michel fut tiré en arrière dans le temps une fois de plus. Il était dans un endroit complètement différent, un désert chaud, une tunique de lin blanc. Il reconnut. Égypte ancienne. Et il était sur le point de voir la seconde couche de prison qu'il s'était construite lui-même sur des millénaires. Si cette histoire te parle, abonne-toi à la chaîne Les Échos de l'Invisible et active les notifications pour ne pas manquer les prochaines révélations. Et dis-moi dans les commentaires, d'où écoutes-tu cette histoire ? Michel fut tiré de nouveau dans le miroir, sa conscience traversant le temps comme si les millénaires étaient de l'eau. Et soudain, il était sous un soleil brûlant, une tunique de lin blanc rugueuse contre sa peau, des sandales en cuir simple, et il était assis sur un sol de pierre froid à l'intérieur d'un temple égyptien, énorme pilier tout autour, gravé d'hiéroglyphes, et devant lui une table basse couverte de papyrus, encre noire dans un pot d'argile, un pinceau de roseau dans une main qui n'était pas sa main, mais était la main de qui il avait été. L'extraterrestre narra télépathiquement d'une voix douce. Égypte 1800 AVV, J.C. Tu étais un scribe de temple, un copiste de textes sacrés, un travail respecté mais humble. Observe le moment crucial approchant. Et Michel, à travers les yeux du scribe, vit la porte du temple s'ouvrir, lumière intense entrant, et une figure entrant, un homme grand en robe luxueuse, or autour du cou et des poignets, un serviteur du pharaon. Et il s'approcha du scribe que Michel était et parla dans une langue ancienne que Michel comprenait télépathiquement. « Le grand pharaon a remarqué ton talent, ton écriture impeccable, ta vaste connaissance. Il t'offre une position à la cour, scribe royal. Tu résideras dans un palais.
Tu recevras de l'or, des terres, des serviteurs, un immense honneur. Acceptes-tu » Et Michel sentit à travers le scribe une tentation sincère, une partie de lui voulant accepter une vie confortable, la sécurité. Mais puis une voix plus forte à l'intérieur dit « La richesse corrompt l'âme. Les vrais serviteurs des dieux vivent dans la simplicité. » Et le scribe répondit fermement « Je remercie le pharaon pour l'honneur, mais ma place est ici, servant les dieux dans l'humilité. Je ne peux accepter les richesses, cela corromprait mon travail sacré. » Le serviteur insista « Es-tu sûr ? Une opportunité rare pour laquelle beaucoup tueraient. » Et le scribe, plein de fierté déguisée en humilité, répondit « Absolument certain. La pauvreté est pureté. La richesse est une distraction du divin. Je choisis de rester pauvre. » Et la scène s'accéléra. La vie de ce scribe. Des décennies à copier des textes, dormant dans une petite cellule dans le temple. Nourriture simple, possession minimale, mais toujours avec satisfaction. Je vis droitement. Je n'ai pas été corrompu par l'or. Et sur son lit de mort, 60 ans, entouré seulement de moines du temple. Sa dernière pensée, je meurs pur. Je ne me suis pas vendu. La pauvreté était ma victoire, et une fierté profonde. Et puis l'obscurité, la vie se terminant. Michel revint essoufflé dans la pièce, le miroir ondulant, et l'extraterrestre dit « Seconde couche, renforcez vœux. Tu as refusé la richesse librement offerte, parce que tu croyais que la pauvreté était sainteté. Le schéma s'est approfondi. Mais il y a un troisième, plus puissant vraie origine. Le miroir te montrera maintenant. » Et avant que Michel puisse protester, émotionnellement épuisé, la surface du miroir brilla intensément, or pur, et il fut tiré encore plus profondément dans le temps, et il était dans une grotte froide, dans les Himalayas, l'air raréfié, et il portait un manteau de laine usé, une longue barbe grise. Et Michel le reconnut, un moine tibétain, et il avait été seul dans la grotte pendant des décennies en méditation profonde, renoncement total au monde matériel. L'extraterrestre narra, sa voix maintenant plus sérieuse. Tibet, année 1200, de l'ère commune. Tu étais un moine ascète. Tu as choisi l'isolement extrême. Tu ne possédais qu'un bol d'aumône et ce manteau. Tu as vécu dans une grotte pendant 40 ans. C'est le moment le plus crucial. Observe attentivement. Et Michel, à travers les yeux du vieux moine, sentit son corps frêle, un froid pénétrant. Il savait que la mort était proche. Des jours, peut-être des heures, et il n'y avait pas de peur. Il y avait une paix profonde. Et une pensée surgissant, pas décontractée mais délibérée, un choix conscient étant fait au seuil entre la vie et la mort. La pauvreté m'a libéré dans cette vie. J'ai lâché les attachements matériels. J'ai atteint une clarté que la richesse n'aurait jamais permise. Et dans la prochaine vie, s'il y a une prochaine vie, je choisirai la pauvreté à nouveau. C'est le chemin vers l'illumination. Je décrète cela maintenant. Que dans toutes les vies futures, je choisis la pauvreté plutôt que la richesse, la simplicité plutôt que l'abondance. C'est mon vœu éternel. Et avec cette pensée, le moine expira son dernier souffle, mourant dans une paix absolue. Mais cette dernière pensée resta gravée dans sa mémoire, un commandement à son âme, une programmation profonde. Je choisirai la pauvreté dans les vies futures. Et l'énergie de ce vœu était différente des autres. Ce n'était pas une promesse forcée par une institution religieuse, mais un choix conscient au moment le plus puissant, le moment de la mort où le voile entre les dimensions est le plus fin et les intentions sont imprimées de manière permanente. Michel revint précipitamment dans la pièce comme expulsé du miroir et pleurait sans s'en rendre compte, des larmes coulant sur son visage, pas de tristesse, mais de reconnaissance dévastatrice. L'extraterrestre posa le miroir de côté, attendit que Michel traite, puis dit télépathiquement « Maintenant tu vois l'origine complète. 3 vies où tu as choisi la pauvreté, croyant que c'était un chemin spirituel. D'abord, comme moine franciscain lié par des vœux institutionnels. Deuxièmement, comme scribe égyptien refusant la richesse par fierté, déguisée en pureté. Troisièmement, comme moine tibétain faisant un vœu conscient au moment de la mort.
Ce dernier était le plus puissant parce qu'il était délibéré. L'âme s'est programmée elle-même, choisit la pauvreté dans les vies futures. Michel demanda entre les sanglots, sa voix. Alors, je ne suis pas maudit, je ne suis pas défectueux, je ne fais que remplir un vœu que j'ai fait il y a 800 ans. L'extraterrestre hocha la tête. Exactement. Ton subconscient obéit à une programmation ancienne. Quand l'argent arrive, une alarme interne se déclenche. Cela viole le vœu. Cela t'éloigne du divin et le sabotage se produit automatiquement. Accident, maladie, équipement cassé. Ce n'est pas de la malchance. C'est un mécanisme interne assurant que tu remplisses ton vœu. Même si tu ne t'en souviens pas consciemment, l'âme s'en souvient, et l'âme est plus puissante que l'esprit conscient. Michel essuya son visage d'une main tremblante, mais ses vies étaient sincères. Les moines croyaient vraiment que la pauvreté était sacrée? N'avaient-ils pas tort? Et l'extraterrestre répondit « Ils n'avaient pas tort dans leur contexte. À des époques où la richesse signifiait exploitation des autres, oppression, corruption, la pauvreté était un choix éthique valide. Mais le contexte a changé. Aujourd'hui, la richesse peut être utilisée pour le bien. Elle peut servir les autres, guérir, créer de la beauté, élever, et surtout, un vœu approprié pour une vie n'a pas besoin d'emprisonner toutes les vies futures. Il a servi un but à ce moment. Il ne sert plus maintenant. Et tu as le pouvoir de le libérer. » Michel regarda l'extraterrestre avec espoir, mélangé à du scepticisme. Comment des vœux enregistrés il y a des siècles peuvent-ils être dissous comme ça? Et l'extraterrestre pointa le miroir. Voir l'origine est la première étape. Reconnaissance consciente. Tu as amené le schéma de l'inconscient au conscient. Maintenant, il peut être travaillé. La seconde étape est une déclaration verbale de libération. Les mots ont du pouvoir quand prononcés avec une intention sincère. Ce n'est pas de la magie, c'est la mécanique de la conscience. L'âme répond quand tu commandes clairement. Mais avant de t'enseigner le rituel de libération, tu dois comprendre quelque chose de crucial sur les vœux karmiques en général, parce que ce schéma n'est pas unique à toi. Des millions portent des vœux similaires sans le savoir. L'extraterrestre se leva, marcha vers la fenêtre, regarda le ciel nocturne de Toulouse, les étoiles brillants, et continua télépathiquement. Les vœux karmiques sont des promesses faites dans des vies passées avec une émotion intense. Ils sont gravés dans les couches profondes de l'âme, portés à travers les réincarnations, restent actifs jusqu'à ce qu'ils soient consciemment dissous. Type commun inclut vœux de pauvreté comme le tien, mais aussi vœux de célibat qui causent sabotage dans les relations, vœux de silence qui causent peur de l'expression, vœux de martyr qui causent schéma de souffrance perpétuelle, et d'autres chacun créant un schéma spécifique dans cette vie. Michel absorba cela son esprit courant. Comment une personne identifie-t-elle si elle a un vœu karmique? Et l'extraterrestre tourna ses énormes yeux noirs, rencontrant ceux de Michel. 3 signes. Premier, un schéma destructeur qui se répète malgré des efforts sincères pour changer. Deuxième, la thérapie conventionnelle ne le résout pas parce que la racine n'est pas dans un traumatisme de cette vie. Troisième, culpabilité inexplicable quand on viole le schéma, comme tu te sentais coupable quand tu avais de l'argent sans raison rationnelle. Ces 3 ensembles indiquent un vœu karmique actif. Et l'extraterrestre revint au canapé, s'assit à côté de Michel. Et maintenant que tu as vu l'origine de ton vœu, que tu comprends le mécanisme, tu es prêt pour la seconde étape, le rituel de libération. C'est simple, mais il doit être fait avec une intention totale, sans doute, sans réserve. Parce que l'âme ne libère un vœu que quand tu es absolument certain qu'il ne sert plus. Prêt à apprendre? Michel regarda l'extraterrestre espoir prudent grandissant. « Enseigne-moi. Je veux libérer cela. Je ne supporte pas de répéter le même schéma pour 30 ans de plus. » Et l'extraterrestre hocha la tête. « Je vais t'enseigner, mais d'abord comprends la mécanique de ce que tu vas faire. Ce n'est pas de la magie ou un rituel religieux. C'est une communication directe avec ta propre âme, utilisant un langage que l'âme comprend. Intention verbale, claire. » L'extraterrestre reprit le miroir, le tint entre eux, sa surface sombre, maintenant calme.
L'âme opère sur des couches plus profondes que l'esprit conscient. L'esprit conscient peut désirer la richesse, mais si l'âme porte un vœu de pauvreté, l'âme gagne toujours. L'âme est plus ancienne, plus puissante, et a accès à des mécanismes que l'esprit conscient ne peut atteindre. C'est pourquoi le sabotage se produit automatiquement. Tu ne te sabotes pas consciemment. C'est l'âme exécutant une programmation ancienne. Et la seule façon de changer la programmation de l'âme est de lui parler directement dans un langage qu'elle reconnaît. Michel demanda « Quel langage ?» Et l'extraterrestre répondit « Reconnaissance plus déclaration. D'abord tu reconnais que le vœu existe. Tu valides qu'il a servi un but dans un contexte précédent. C'est crucial parce que l'âme ne libère pas ce qu'elle sent rejeter. Puis tu déclares que le vœu ne sert plus dans le contexte présent. Et enfin, tu commandes sa libération avec autorité, pas en demandant, mais en décrétant, parce que tu es souverain sur ta propre âme, pas une victime d'elle. Et l'extraterrestre continua. Le rituel a 3 parties, reconnaissance, validation, libération. Je vais le faire avec toi maintenant. Tu répéteras les mots que je dis, mais pas mécaniquement. Tu sentiras chaque mot. Permets à l'émotion de couler. Si des larmes viennent, laisse-les venir. Si la colère surgit, laisse-la sortir. L'émotion est un véhicule qui porte l'intention aux couches plus profondes. Les mots sans émotion sont inutiles. Compris ? Michel hocha la tête, sa gorge serrée d'anticipation, et l'extraterrestre instruit. Ferme les yeux. Prends 3 profondes respirations. Centre-toi. Michel obéit, prenant de profondes respirations, son corps se relaxant légèrement. Et l'extraterrestre dit télépathiquement, « Maintenant, main droite sur ton cœur, sans le battement. Connecte-toi à ton propre centre et répète à voix haute ce que je vais dire. » Michel plaça sa main droite sur son cœur, sentit un battement rapide et l'extraterrestre commença. « Je reconnais, » Michel répéta à voix haute, sa voix tremblante. « Je reconnais, » l'extraterrestre continua, « que dans des vies passées, j'ai pris des vœux de pauvreté. » Michel répéta, et tandis qu'il parlait, il sentit le poids de ses vies. Moines franciscains, scribes égyptiens, ascètes tibétains, leur présence là avec lui. Et l'extraterrestre continua. Première partie, complète reconnaissance. L'extraterrestre continua. Maintenant, validation. Répète. Ces vœux ont servi des buts sacrés dans leur contexte. Michel répéta sa voix gagnant en fermeté. Ces vœux ont servi des buts sacrés dans leur contexte. Et l'extraterrestre continua. Ils m'ont permis de me concentrer sur le développement spirituel sans la distraction de la richesse matérielle. Michel répéta. Et tandis qu'il parlait, il sentit la vérité. Ces moines n'avaient pas tort. Ils vivaient avec intégrité à leur époque. L'extraterrestre continua. J'honore ces vies et les choix que j'y ai faits. Michel répéta, des larmes commençant à monter. J'honore ces vies et les choix que j'y ai faits. Et sentit de la compassion pour les versions passées de lui-même. Pas du rejet, mais de l'acceptation. L'extraterrestre dit « validation complète ». L'âme sent que tu ne rejettes pas le passé, mais l'honore. Maintenant, elle est réceptive à la libération. Partie finale, la plus importante, répète avec toute l'autorité que tu possèdes. Et l'extraterrestre, sa voix télépathique grandissant en intensité. Je déclare maintenant, Michel répéta fort. Je déclare maintenant, l'extraterrestre continua, que ces vœux ne servent plus mon chemin présent. Michel répéta, sentant la vérité absolue. Que ces vœux ne servent plus mon chemin présent. L'extraterrestre continua. Le contexte a changé. Les buts ont été accomplis. Je suis libre de choisir un nouveau chemin. Michel répéta chaque mot, son émotion montant, et l'extraterrestre atteignit le moment crucial. Maintenant, commandement final. Répète avec certitude absolue. Je libère tous les vœux de pauvreté de toutes les vies passées. Michel prit une profonde inspiration et dit d'une voix ferme, plus ferme qu'il n'attendait, « Je libère tous les vœux de pauvreté de toutes les vies passées. » Et tandis qu'il le disait, il sentit quelque chose. Pas de l'imagination, mais une sensation physique, un immense poids quittant sa poitrine, comme si une corde invisible,
enroulé autour de son cœur pendant des décennies, s'était détaché et était tombé. L'extraterrestre continua. « Je déclare mes vœux complètement dissous. » Michel répéta, des larmes coulant maintenant librement. « Je déclare mes vœux complètement dissous, » et un sentiment de légèreté augmenta. L'extraterrestre termina. « Je suis libre de prospérer. Je suis digne d'abondance. Je mérite de recevoir. J'accepte la richesse avec gratitude. Ainsi soit-il. C'est fait. » Michel répéta chaque phrase, sa voix se brisant en sanglots, mais ferme dans son intention. « Je suis libre de prospérer. Je suis digne d'abondance. Je mérite de recevoir. J'accepte la richesse avec gratitude. Ainsi soit-il. C'est fait. » Et au moment où il dit le dernier mot, « fait », quelque chose cliqua intérieurement, pas auditif, mais énergétique, comme une porte verrouillée depuis des siècles s'ouvrant enfin. Et Michel ouvrit les yeux, son visage mouillé de larmes, et regarda l'extraterrestre choqué. J'ai senti quelque chose sortir. J'ai physiquement senti quelque chose de lourd sortir. L'extraterrestre hocha la tête, posant le miroir de côté. Ce n'était pas de l'imagination. L'énergie des vieux vœux était littéralement piégée dans ton champ énergétique, principalement autour de ton cœur. Une déclaration consciente de libération avec une émotion sincère a dissous la structure énergétique. Les vœux n'existent plus. La programmation a été effacée et maintenant ton âme est libre de laisser la prospérité couler sans sabotage automatique. Michel toucha sa propre poitrine où il sentait encore une étrange chaleur et un picotement. Est-ce permanent ou les vœux reviendront-ils? L'extraterrestre répondit « Permanent, si tu restes certain de la libération. Si tu doutes, si tu ressens à nouveau de la culpabilité et ne la confrontes pas, les vœux peuvent se reformer partiellement. Mais tant que tu restes conscient de ce que tu as fait aujourd'hui, souviens-toi que tu as choisi de libérer et que tu as le droit de prospérer. La vieille programmation ne revient pas. Et pour la renforcer dans les jours à venir, chaque fois que tu ressens une culpabilité résiduelle sur l'argent, répète l'affirmation « Je libère les vœux. Je suis libre de prospérer. » Cette réaffirmation empêche toute réactivation. Michel essuya son visage du dos de la main, épuisé, mais différent, plus léger. Et maintenant, que se passe-t-il? L'argent apparaît-il juste magiquement? L'extraterrestre secoua la tête. Ce n'est pas de la magie. C'est la suppression des blocages. Avant, tu étais comme une rivière endiguée. L'eau voulait couler, mais le barrage l'empêchait. Les vœux étaient le barrage. Maintenant, le barrage a été enlevé. Mais tu dois encore agir, travailler, créer. La différence est que maintenant, quand tu travailles, les résultats ne seront pas sabotés. Quand l'argent arrive, tu ne ressentiras pas de culpabilité qui déclenche l'autodestruction. Quand les opportunités apparaissent, tu ne les refuseras pas inconsciemment. Le flux naturel a été restauré. L'extraterrestre se leva, marcha vers la fenêtre. Dans les semaines à venir, tu observeras des changements. D'abord, interne culpabilité sur l'argent diminuant jusqu'à disparaître. Deuxième, externes opportunités qui ne venaient pas avant commenceront à apparaître. Pas parce que l'univers a changé, mais parce que tu as changé. Ton énergie ne repousse plus la prospérité. Elle l'attire. Et les décisions que tu prendras seront différentes. Avant, tu choisissais inconsciemment des chemins qui garantissaient la pauvreté. Maintenant, tu choisiras des chemins qui permettent l'abondance pas parce que tu te forces, mais parce que le vœu qui forçait la pauvreté n'existe plus. Michel sentit un mélange d'espoir et de peur résiduelle. Des décennies de schémas ne se dissolvent pas émotionnellement en minutes, même s'ils ont été dissous énergétiquement. Et si ça ne marche pas? Et si le schéma continue? L'extraterrestre se tourna. Yeux noirs immenses rencontrant ceux de Michel avec compassion. Alors tu ne l'as pas vraiment libéré. Il y a encore du doute. Il y a encore une partie de toi croyant que la pauvreté est sainteté. Et dans ce cas, répète le rituel chaque fois que tu ressens du doute, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que la certitude soit absolue. Mais basé sur l'énergie que j'ai sentie quand tu as déclaré la libération, c'était sincère. Tu l'as vraiment libéré. Maintenant, c'est seulement une question de temps, jusqu'à ce que la vie externe reflète le changement interne qui s'est produit.
L'extraterrestre marcha de nouveau vers la pochette encore ouverte sur le sol, commença à remettre les objets dedans, le miroir en dernier, et dit « Mon vaisseau est détruit au-delà d'une réparation rapide. J'aurai besoin de construire un phare pour que ma race me secoure. Cela prendra des jours. Puis-je rester ici pendant que je le fais ?» Michel, encore en train de traiter le rituel qu'il venait de performer, répondit automatiquement « Bien sûr. Reste aussi longtemps que nécessaire. C'est le moins que je puisse faire. » Et l'extraterrestre hocha la tête avec gratitude. « Alors, je regarderai ta transformation commencer. Je serai témoin du résultat de ce que tu as fait aujourd'hui. Ce sera intéressant. » 3 jours après le rituel de libération, Michel était dans son atelier de jardin travaillant sur une table à manger qu'il avait commandée la semaine avant l'accident du vaisseau. Tandis qu'il ponçait la surface en chêne, il remarqua quelque chose de différent. Pas dans le travail lui-même, mais en lui. C'était un sentiment qui l'accompagnait toujours quand il recevait un paiement. Une culpabilité subtile mais persistante. Un poids dans l'estomac comme s'il transgressait quelque chose de sacré. Il n'était pas là, simplement absent. Il arrêta de poncer un moment, le testant, pensant délibérément « Je facturerai 1 200 € pour cette table. C'est du travail de qualité. Je mérite d'être bien payé. » Il attendit que la culpabilité surgisse comme elle le faisait toujours. Mais rien, seulement une certitude calme. Oui, je mérite ça. L'extraterrestre était dans le coin de l'atelier travaillant sur un petit dispositif fait de pièces du vaisseau détruit et de composants terrestres que Michel avait fournis. Un signal pour appeler au secours de sa race et sans lever les yeux de son travail, dit télépathiquement. Premier changement interne, culpabilité se dissolvant. « As-tu remarqué ?» Michel hocha la tête. « C'est étrange des décennies sentant un poids chaque fois que je pensais à l'argent maintenant. Rien vide là où était le poids, mais bon vide. Léger. » L'extraterrestre expliqua tout en soudant un minuscule cristal. La culpabilité était un symptôme de vœu actif, une alarme interne se déclenchant. Cela viole la programmation sacrée. Maintenant que la programmation a été effacée, l'alarme n'existe plus. Et sans alarme interne sabotant, les décisions changent naturellement. Observe les choix que tu feras dans les jours à venir. Ils seront différents des vieux schémas sans effort conscient. Et le jour suivant, le 4e jour après le rituel, Michel était dans un magasin de bricolage achetant du papier de verre neuf et vit une tronçonneuse en promotion, un outil dont il avait besoin depuis des années, mais jamais acheté parce que « je ne peux pas dépenser cet argent maintenant. Quelque chose va casser et j'aurai besoin de l'argent. » Un schéma automatique de rareté. Mais cette fois, il regarda la tronçonneuse et pensa différemment. « J'en ai besoin. Ça améliorera mon travail. Je peux l'acheter. » Et il l'acheta. 500 € qu'il aurait normalement économisés par peur obsessive d'une urgence future. Et tandis qu'il portait la tronçonneuse à sa voiture, il s'attendait à ce que l'anxiété vienne. « J'ai dépensé trop. Je vais le regretter. » Mais elle ne vint pas, seulement satisfaction. « J'ai investi dans un outil qui me fera gagner plus. » Et le 5e jour, le client qui avait commandé la table appela. Michel répondit, et le client demanda « Combien ça coûtera ?» Et Michel, sans hésiter, comme il le faisait habituellement, répondit fermement « 1 200 €. C'est du bois de haute qualité. Le travail artisanal prend des semaines. » Le client fut silencieux quelques secondes, et Michel paniquerait normalement dans ce silence et baisserait le prix. Ou « Je peux le faire pour 900 ». Auto-sabotage instantané. Mais cette fois, il attendit en silence confiant. Et le client répondit « C'est juste, vous pouvez le faire. Quand sera-t-il prêt ?» Michel raccrocha le téléphone choqué. Il n'a pas baissé le prix. Le client a accepté sans négociation. L'extraterrestre observant depuis le canapé dit télépathiquement. 2e changement externe. Incommençant. Ton énergie a changé. Tu ne projettes plus une rareté désespérée. Tu projettes une confiance calme dans la valeur de ton travail. Les clients sentent cela inconsciemment et répondent différemment. Et le 6e jour samedi, Michel alla à la foire artisanale comme il le faisait chaque samedi, installa son stand avec des petites pièces
et remarqua une différence immédiate. Les gens s'arrêtèrent plus, posaient plus de questions, et une femme prit un bol en bois que Michel avait fait, demanda le prix, 80 €, et elle dit « c'est cher ». Et normalement, Michel baisserait immédiatement le prix, peur de perdre une vente, mais cette fois, il répondit calmement « c'est du bois de cerisier, traité naturellement, fait main. Ça dure des décennies. C'est un investissement qui vaut le coup. » Et la femme regarda le bol à nouveau, sentit son poids, sa qualité et dit « vous avez raison, je le prends ». Et à la fin de la foire, Michel avait vendu 8 pièces, sa meilleure journée en mois, et en conduisant de retour avec l'extraterrestre sur le siège passager, il demanda télépathiquement « est-ce réel ? Ce n'est pas une coïncidence. Une bonne semaine arrive, parfois. » Et l'extraterrestre répondit « ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Ton énergie a fondamentalement changé. Avant tu projetais « je ne mérite pas, je suis désolé de facturer ». Maintenant tu projettes « je mérite », cela a de la valeur. Les gens répondent à l'énergie, pas seulement aux mots. Et plus de changements viendront, plus grands. Ce n'est que le début. Et le 8e jour, Michel reçut un appel inattendu d'un numéro inconnu. Il répondit. Une voix féminine professionnelle dit « Monsieur Laurent, je suis une décoratrice d'intérieur. Un client à moi a vu votre travail à une foire la semaine dernière et veut commander des meubles complets pour une nouvelle maison, salon, chambre, bureau. Pouvons-nous discuter d'un budget ?» Michel, son cœur battant, programma une réunion pour la semaine suivante. Après avoir raccroché, il resta en silence, traitant la nouvelle. Une commande de cette taille n'était jamais arrivée avant. La plus grande opportunité de sa vie. Il s'attendait à ce que la peur s'insinue. Ça va mal tourner. Quelque chose va le ruiner. Mais la peur ne vint pas. Seulement clarté. Je peux le faire. Je le ferai bien. L'extraterrestre finissait le phare, le testant, une lumière bleue pâle clignotant en séquence, et dit sans regarder « Une grande opportunité est arrivée. Avant tu l'aurais sabotée, inconsciemment refusée ou facturée si bas que tu n'aurais pas profité ou accepté. Mais le stress aurait causé une erreur qui ruinerait le projet. Observe ce que tu feras cette fois. Ce sera différent. » Michel passa les jours suivants à préparer la réunion, calculant les coûts, rédigeant des propositions, et remarqua une différence dans son processus mental. Avant, il aurait pensé « Et s'ils n'aiment pas ? Et s'ils demandent une réduction ? Et si je ne peux pas livrer ?» Une spirale de doute et de peur. Mais maintenant, il pensait « Je montrerai un meilleur travail, facturerai un prix juste, négocierai avec confiance, et s'ils ne concluent pas, d'autres clients viendront. » Une certitude calme, où avant il y avait une anxiété paralysante. Et le 10e jour, la réunion avec la décoratrice et le client, une grande maison dans un quartier aisé de Toulouse, un couple d'âge moyen bien habillé, et Michel présenta son portfolio, expliqua le processus, montra des échantillons de bois, et quand vint le moment de discuter du prix, il prit une profonde inspiration, se rappela le rituel, j'ai libéré les vœux, je mérite de prospérer, et dit fermement, pour des meubles complets, 4 chambres, salon, bureau, avec la qualité de bois que je suggère dans le temps nécessaire. 85 000 € paiement en 3 tranches, à compte milieu de projet et final. Silence remplit la pièce. Michel maintint le contact visuel, ne s'excusa pas, n'offrit pas de réduction immédiate, et le client regarda sa femme. Elle hocha légèrement la tête, et il se tourna vers Michel. « Quand pouvez-vous commencer ?» Et Michel, contrôlant son choc intérieur, répondit professionnellement « Je commence la semaine prochaine. » Première pièce de meuble livrée en 6 semaines. Et ils se serrèrent la main. Contrat signé. Le plus grand projet de la vie de Michel et en conduisant de retour chez lui. Main tremblante sur le volant, pas de peur, mais d'accomplissement incroyable. Des décennies de lutte. Et en 10 jours après avoir libéré les vœux, la vie complètement renversée. L'extraterrestre attendait à la maison, phare de signal prêt, et dit télépathiquement quand Michel entra « Tu l'as conclu. J'ai senti ton changement énergétique même de loin. Première manifestation majeure de la libération, 85 000 €. Plus que ce que tu gagnais en une année entière avant, correct ?» Michel hocha la tête silencieusement, encore en train de traiter, et s'assit sur le canapé.
Et l'extraterrestre continua. « Et tu n'as pas encore saboté, n'as pas baissé les prix inutilement, n'as pas douté de ta capacité, n'as pas créé de désastre interne. C'est la preuve que les vœux ont été vraiment dissous. » Mais l'extraterrestre posa de manière significative. « Un plus grand test viendra. » Michel regarda inquiet. « Quel test ?» Et l'extraterrestre répondit. « Quand l'argent arrive réellement dans la première tranche, des dizaines de milliers sur le compte, le vieux schéma essaiera de se réactiver. La partie de toi qui a vécu dans la pauvreté pendant 30 ans sentira de la peur. C'est faux. J'ai besoin de me débarrasser de ça. Et des décisions inconscientes essaieront de le saboter. Ce sera un moment crucial. Si tu passes au travers en maintenant la certitude de la libération, la transformation sera permanente. Si tu laisses la peur gagner, les vœux peuvent se reformer partiellement. » 2 semaines plus tard, Michel fixait son écran d'ordinateur sur la plateforme bancaire en ligne. Son solde de compte montrant un nombre qu'il n'avait jamais vu avant. 28 340 €. La première tranche du contrat déposé. Sa main tremblait sur la souris, pas de joie, mais de panique viscérale soudaine. C'est faux. Je ne devrais pas avoir autant d'argent. Quelque chose de mauvais va arriver. J'ai besoin de me débarrasser de ça rapidement, avant que le désastre frappe. Pensées automatiques, un schéma de 30 ans essayant de reprendre le contrôle. Et Michel sentit une envie écrasante de transférer l'argent à n'importe quoi, payer des dettes non urgentes, acheter de l'équipement dont il n'avait pas besoin immédiatement, n'importe quelle façon de vider son compte de retour dans une zone de confort de rareté. Et puis une voix télépathique. L'extraterrestre était dehors, travaillant dans le jardin, mais connecté. Ça arrive. Le test dont j'ai parlé. Tu sens la panique, n'est-ce pas? L'impulsion de saboter. C'est un moment crucial. N'agis pas sur l'impulsion. Respire. Souviens-toi de ce que tu as fait. Répète l'affirmation. Michel ferma son ordinateur portable, plaça sa main sur son cœur comme il l'avait fait dans le rituel, prit 3 profondes respirations et dit à voix haute, seul dans la pièce, « J'ai libéré les vœux de pauvreté. Je suis libre de prospérer. Je mérite cet argent. Je n'ai pas besoin de m'en débarrasser. Je peux le garder et l'utiliser sagement. » Et tandis qu'il disait cela, la panique diminua, ne disparaissant pas complètement, mais se réduisant à un niveau gérable, et une décision consciente émergea. Je ne saboterai pas. Je laisserai l'argent sur le compte. Je l'utiliserai quand nécessaire, mais pas impulsivement par peur. Et au cours des jours suivants, l'impulsion revint plusieurs fois, voyant une voiture d'occasion chère dont il n'avait pas besoin. Je devrais l'acheter, dépenser cet argent tout de suite. Mais chaque fois il posa, respira, réaffirma « Je n'ai pas besoin de me débarrasser de l'abondance. Je peux la garder. » Et l'impulsion passa, et graduellement sur 3 semaines, la panique sur l'argent sur le compte se dissolut complètement, remplacée par de la tranquillité. J'ai des ressources, je suis sécurisé, je peux investir intelligemment. Et une nuit, 1 mois après le rituel original, l'extraterrestre appela Michel dans le jardin. Un phare complet brillant, dans un motif bleu et or complexe, pointait vers le ciel et dit télépathiquement « Ma race recevra le signal dans des heures, ils viendront me chercher avant l'aube. C'est l'heure de dire au revoir. » Et Michel sentit une gratitude profonde mélangée à de la tristesse. « Tu as complètement changé ma vie. Comment puis-je te remercier ?» L'extraterrestre se tourna, ses immenses yeux noirs réfléchissant la lumière des étoiles. « En vivant pleinement la liberté que tu as gagnée, ne laissant pas les vieux vœux resurfacer, en prospérant sans culpabilité. Et quand tu trouves d'autres piégés dans des schémas similaires, partage ce que tu as appris. Ne garde pas la connaissance pour toi. » Et Michel hocha la tête. « Je le ferai, je promets. » Et l'extraterrestre continua. « Et souviens-toi, le rituel que j'ai enseigné ne nécessite pas d'objets spéciaux. Le miroir de l'âme a aidé à voir les vies passées clairement, mais il n'est pas essentiel. N'importe qui peut libérer des vœux karmiques à travers reconnaissance, validation et déclaration de libération. 3 étapes simples. Le pouvoir réside dans l'intention sincère, pas dans des outils externes. Michel demanda « Et la pochette? Le miroir? Qu'arrive-t-il à eux ?» L'extraterrestre répondit
ils reviennent avec moi. Ils appartiennent à un musée cosmique où nous préservons des artefacts des anciennes civilisations terrestres. Mais la connaissance que j'ai partagée reste avec toi. Et tu peux enseigner aux autres les mots exacts du rituel, la mécanique de comment fonctionnent les vœux. C'est un vrai cadeau que je laisse derrière. Et dans les heures suivantes, ils s'assirent ensemble dans un silence confortable, attendant le vaisseau de secours. Et peu avant l'aube, une lumière descendit du ciel. Pas un vaisseau écrasé, mais un transport intact, élégant, et il atterrit silencieusement dans le jardin. La porte s'ouvrant, et l'extraterrestre prit le phare et la vieille pochette. Se tourna vers Michel une dernière fois. « Michel Laurent, tu as sauvé ma vie, et j'ai reçu ta vie en retour. Équilibre cosmique restauré. Prospère sans peur. Souviens-toi de qui tu es. Tu es libre. » Et il entra dans le vaisseau, la porte se fermant, et il s'éleva silencieusement. Michel regardant jusqu'à ce qu'il disparaisse parmi les étoiles, seul à nouveau, mais différent, complètement différent, plus lié par des vœux de vie qu'il ne se rappelait pas, libre de prospérer. Et à ce moment, la première lumière de l'aube touchant l'horizon, il savait avec certitude absolue que la vieille vie était terminée. Une nouvelle vie avait commencé, et cette fois sans sabotage. Cette fois, il permettrait à l'abondance de couler. 6 mois après cette nuit où l'extraterrestre partit, Michel était dans un nouvel atelier, pas un minuscule jardin, mais un entrepôt loué avec un espace adéquat, équipement professionnel, 2 assistants travaillant sur des projets simultanément. Et il regarda autour, encore occasionnellement incrédule. C'est réel, c'est ma vie maintenant. Prospérité que j'ai toujours été capable de créer mais bloquée pendant des décennies par des vœux que je ne me rappelais même pas avoir faits. Son compte en banque maintenait constamment un solde à 5 chiffres, pas parce qu'il était devenu riche, mais parce que son schéma avait fondamentalement changé. L'argent rentrait par des projets. Une partie utilisée sagement pour des dépenses et investissements. Une partie économisée, et il n'y avait plus l'envie de saboter pour créer des urgences fictives qui vidaient tout. Un cercle vicieux, brisé de manière permanente. Et plus profond que l'argent, la culpabilité avait disparu. Il pouvait regarder son solde bancaire sans poids sur l'estomac. Il pouvait facturer un prix juste pour son travail sans s'excuser. Il pouvait prospérer sans se sentir comme s'il trahissait quelque chose de sacré parce qu'il comprenait maintenant ses vœux étaient appropriés pour des moines dans des vies passées, mais ne convenaient pas à un menuisier à Toulouse essayant de vivre avec dignité au XXIe siècle. Et 1 an après le rituel, Michel était dans un petit café avec un homme qu'il avait rencontré à une foire, Jean, un artiste dans la quarantaine, talentueux mais perpétuellement fauché. Et Jean se confiait. « Je ne comprends pas. Mon travail est bon. Les gens l'adorent. Mais je ne peux jamais le vendre à un prix décent. Je le baisse toujours à la dernière minute. Et quand je vends, eh bien, quelque chose casse toujours. Une voiture, un ordinateur, toujours quelque chose. C'est comme si j'étais maudit. » Michel entendit ce schéma familier et sentit la responsabilité dont l'extraterrestre avait parlé de partager la connaissance et demanda doucement « Te sens-tu coupable quand tu as de l'argent ?» Culpabilité inexplicable, comme si tu ne le méritais pas. Jean regarda surpris. « Oui, exactement. Comment le sais-tu » Et Michel raconta pas l'histoire complète de l'extraterrestre et du vaisseau, parce que ça sonnerait fou, mais l'essence. J'ai découvert que je portais des vœux de vie passée, des promesses de pauvreté faites dans des contextes religieux anciens. Ils me sabotaient inconsciemment et j'ai appris un rituel pour les libérer. Ça a tout changé. Je peux te l'enseigner si tu veux. Et au cours de l'heure suivante, café refroidissant et oublié, Michel enseigna les 3 étapes. Reconnaître que les vœux existent et ont servi un but, valider qu'ils étaient appropriés dans leur contexte et une déclaration ferme de libération parce qu'ils ne servent plus. Et Jean le fit la même, yeux fermés, main sur le cœur, répétant les mots. Et quand il finit, des larmes coulaient sur son visage. J'ai senti quelque chose, un poids que je ne savais pas porter. Il est parti, exactement comme Michel l'avait senti. Et dans les mois suivants, Jean commença aussi à prospérer. Pas du jour au lendemain, mais graduellement, constamment. Et il le dit à d'autres artistes.
Et Michel enseigna le rituel à 5, puis 10, puis 20 personnes sur 2 ans, chacun portant des variations de vœux karmiques. Pas seulement pauvreté, mais aussi célibat qui sabotait les relations, silence qui empêchait l'expression de soi, martyr qui perpétuait une souffrance inutile. Et 3 ans après la rencontre avec l'extraterrestre, Michel était dans sa propre maison, pas un manoir, mais une confortable avec un atelier à l'arrière. Et il regarda par la fenêtre le ciel nocturne, se rappelant ce vaisseau tombant, cet être impossible qu'il avait sauvé et qui en retour l'avait sauvé. Et il murmura aux étoiles : « Merci, où que tu sois. Merci de m'avoir montré que la prison que je portais n'était pas ma faute, mais une programmation ancienne qui pouvait être dissoute. Merci de m'avoir libéré. Et maintenant, des années après avoir écrit l'histoire, je veux te parler directement à toi, l'auditeur. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, si l'histoire de Michel a résonné en toi, si toi aussi tu travailles dur, mais l'argent ne reste jamais, si tu prospères et puis un désastre vient de nulle part, si tu te sens coupable quand tu réussis, alors toi aussi tu portes peut-être des vœux de vie passée attendant d'être libéré. La vérité sur les schémas récurrents. Pourquoi certaines personnes font tout bien mais n'obtiennent jamais de résultats? Pourquoi travaillent-elles dur mais restent pauvres? Pourquoi est-ce que chaque fois qu'elles prospèrent, quelque chose de catastrophique arrive? La thérapie conventionnelle suggère traumatisme d'enfance, conditionnement familial, autosabotage, et elle essaie de guérir par analyse technique cognitive et médication. Mais, et si rien de ça ne marche? Quand tu passes des années en thérapie et le schéma continue, que se passe-t-il quand tu comprends rationnellement que tu mérites la prospérité, mais te sabotes inconsciemment? L'extraterrestre a montré à Michel ce que la psychologie moderne ne peut saisir. Vœux karmiques, promesses faites dans des vies passées avec une émotion intense. Ils sont gravés dans les couches les plus profondes de l'âme. Ils les portent à travers les réincarnations. Ils restent actifs jusqu'à ce qu'ils soient consciemment dissous. Type commun: vœux de pauvreté, sabotage financier perpétuel, culpabilité avec l'argent, schéma de Michel, vœux de célibat, relations toujours échouant, peur de l'intimité, solitude chronique, vœux de silence, incapacité à s'exprimer, peur de dire la vérité, voix supprimée, vœux de martyr, schéma de souffrance attire la douleur, identité construite sur la victimisation, vœux d'obéissance, incapacité à questionner l'autorité. Soumission compulsive. Chaque vœu crée un schéma spécifique dans cette vie, et tu le portes sans le savoir parce qu'il a été fait il y a des siècles dans un contexte complètement différent. Comment identifier si tu as un vœu karmique actif? 3 signes clairs. Un schéma destructeur qui se répète. Malgré des efforts sincères pour changer la même chose arrivant décennie après décennie, thérapie conventionnelle ne le résout pas. Tu comprends le problème rationnellement, mais tu ne peux changer ton comportement. Culpabilité inexpliquée quand on viole le schéma, comme comment Michel se sentait une culpabilité profonde quand il avait de l'argent sans raison logique. Ces 3 ensemble, vœux karmiques actifs, et il peut être dissous. Pas besoin d'un extraterrestre. Tu n'as pas besoin d'un miroir magique. Tu peux le faire toi-même avec le rituel que je vais t'enseigner ou avec nos thérapeutes spécialisés si tu préfères un guidance. Je laisserai notre email dans la description pour un soutien guidé. Le rituel nécessite 3 étapes simples. Étape 1, reconnaissance. Reconnais que le vœu existe. Je reconnais que dans des vies passées, j'ai pris des vœux de pauvreté, célibat, silence, martyr. Ça amène les schémas de l'inconscient au conscient. Étape 2, validation. Valide que ton vœu a servi son but dans ton contexte. Ces vœux ont servi des buts sacrés. J'honore ses choix. L'âme ne libère pas ce qu'elle sent rejeter. Elle a besoin de l'honorer avant de lâcher. Étape 3, libération. Déclare avec autorité que le vœu n'est plus valide. Je libère tous les vœux que j'ai faits dans des vies passées qui ne servent plus mon bien. Je déclare ces vœux dissous. Je suis libre de prospérer, aimer, m'exprimer, être heureux. Ainsi soit-il. C'est fait. Dis-le à voix haute. Main sur ton cœur avec une émotion sincère. Des larmes peuvent venir.
Laisse-les couler. La colère peut surgir. Laisse-la sortir. L'émotion porte l'intention aux couches les plus profondes de l'âme. Et quand tu le déclares avec certitude absolue, tu le sentiras. Poids se détachant, corde invisible se desserrant. Ce n'est pas de l'imagination. C'est l'énergie des vœux se dissolvant. Michel l'a senti. Jean l'a senti. 20 personnes que Michel a enseignées l'ont senti. Et tout le monde, sans exception, a commencé à prospérer dans les semaines. Pas magiquement, mais organiquement parce que le bloc était enlevé. Flux naturel restauré. Si cette histoire a résonné en toi, si tu as identifié un schéma qui se répète depuis des années sans explication logique, si tu es prêt à dissoudre de vieux vœux et permettre à la vie de couler sans sabotage, le livre Reconnecter avec ton essence divine. C'est pour ceux qui sont prêts à regarder à l'intérieur au lieu de chercher dehors. Découvrant que toutes les réponses, tout le pouvoir, toute la sagesse résident déjà en toi, attendant d'être accédées. Reconnecter avec l'essence divine oubliée. Un noyau éternel, au-delà des identités temporaires, traumatismes et conditionnements qui obscurcissent qui on est vraiment. Briser le voile d'illusion qui te sépare de ta vérité. Dissoudre les couches de programmation qui t'ont fait oublier ta nature divine. Établir une connexion directe avec le Créateur, pas à travers des intermédiaires ou dogmes externes, mais à travers la divinité qui a toujours existé en toi. Dissoudre des croyances limitantes profondément enracinées qui te gardent petit, dépendant, déconnecté de ton potentiel intérieur illimité. Lien disponible dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. N'oublie pas d'aimer cette vidéo si elle t'a plu, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos nouvelles histoires. Chaque semaine, nous partageons des histoires sur des vérités cachées, connaissances ancestrales préservées par des visiteurs anciens et techniques de guérison qui transcendent les limitations humaines. Laisse un commentaire. As-tu répété un schéma destructeur pendant des années sans pouvoir changer? Identifies-tu un vœu karmique actif dans ta vie? Pauvreté, célibat, silence, martyr. As-tu essayé de le libérer et senti un changement? Commente ci-dessous. Nous adorons lire tes commentaires. Et si tu veux soutenir cette chaîne, deviens membre ou laisse ta contribution dans les commentaires avec un badge « Merci beaucoup ». Chaque soutien nous permet de continuer à partager la connaissance qui libère. Souviens-toi, tu n'es pas ici par hasard. Quelque chose dans cette histoire était destiné à toi, spécifiquement à toi. Peut-être la confirmation que tu cherchais, peut-être l'appel que tu as enfin entendu, ou peut-être juste la graine plantée aujourd'hui qui germera demain. Peu importe ce qui s'est passé. Ce qui compte, c'est que tu sois arrivé jusqu'ici. Et c'est tout. Jusqu'à la prochaine histoire. Merci à tous ceux qui écoutent et qui partagent cette expérience avec nous.